J'ai détruit la carrière de l'homme que j'ai créé. Pendant 6 ans, mon existence a été un sacrifice calculé pour financer ses études de médecine. Je gérais une pâtisserie de luxe le jour et je traitais des chiffres la nuit comme comptable. Chaque euro était pour lui, pour son ascension. Le soir de son gala de diplôme, il m'a exécuté publiquement. Devant ses nouveaux collègues et sa future conquête, il a prononcé la sentence avec un mépris glacial. « Élise, il faut être réaliste. Tu ne corresponds plus à mon univers. Une assistante comptable, ce n'est plus suffisant. » L'humiliation fut totale. Pourtant, aucune larme n'a coulé. Mon visage est resté un masque de calme absolu. J'ai simplement hoché la tête. À cet instant précis, l'illusion de l'amour a disparu. Mon investissement affectif est devenu une dette financière. Il a célébré son avenir radieux. J'ai planifié sa chute. La loyauté était un contrat et il venait de le rompre. Le remboursement serait immédiat, chirurgical et sans pitié. Son arrogance était sa seule faiblesse. C'est elle que j'allais exploiter. Après le gala, leur intrusion est devenue systématique. Chaque week-end, sa famille colonisait mon appartement. Il l'appelait le pied-à-terre de Thomas à Lyon. Ma maison n'était plus la mienne, c'était leur annexe. Sa mère, Catherine, inspectait mon réfrigérateur avec dédain. Elle critiquait mes choix, mes meubles, ma vie. « Tu devrais investir dans de vrais couverts, Élise, pour Thomas. » Elle repartait toujours avec des pâtisseries de ma boutique. Jamais elle n'a payé. Son père utilisait ma voiture pour ses rendez-vous. Il ne demandait pas la permission. Il prenait simplement les clés sur le comptoir. Je le voyais partir depuis la fenêtre de ma cuisine. Mon poing se serrait. Je documentais tout. Chaque facture impayée, chaque kilomètre non justifié, chaque objet emprunté et jamais rendu. Nos téléphones contenaient des centaines de notes, des dates, des heures, des montants précis. Leur arrogance était une ressource. Je la collectais avec soin, sans aucune émotion. J'étais un auditeur dans ma propre vie, préparant un rapport final. Le sommet de l'audace fut atteint un mardi soir. Thomas m'a appelé, sa voix anormalement tendue. Il avait eu un différend à Monaco, un accident avec une voiture de luxe louée. La caution était exorbitante. L'affaire menaçait de tacher sa réputation naissante. Ses parents ont débarqué 1 heure plus tard. Leurs visages étaient des masques de panique et d'accusation. Ce n'était pas une demande d'aide, c'était un ordre. « Tu dois signer, Élise », a dit son père, le ton sans appel. Il parlait d'un prêt personnel urgent, un autre sacrifice. Mon nom, ma signature. Catherine a ajouté, la main sur le cœur. C'est pour son avenir, ton avenir. Tu es la seule qui peut le sauver. Le chantage était devenu leur seule langue. Le fils favori était en danger. Ma seule fonction était de le protéger. Un nœud s'est formé dans ma gorge, mais mon sourire est resté parfait. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. À cet instant, face à leur visage exigeant, j'ai compris. Mon investissement n'était pas seulement de l'argent, c'était mon âme, et le temps du remboursement était arrivé. J'ai pris le stylo qu'ils me tendaient. Mes doigts ne tremblaient pas. Leur départ a laissé un silence glacial, un vide que le bruit de leur victoire anticipée ne pouvait combler. Dans le salon, je pouvais presque les entendre trinquer à ma docilité, à mon sacrifice. Ils célébraient le prêt que je n'avais pas signé. Le stylo qu'ils m'avaient tendu reposait sur la table, intact. Je l'avais simplement tenu. Mon sourire était ma seule signature. J'ai verrouillé la porte. Le son du pêne s'enclenchant fut une déclaration. Ma maison redevenait mienne. Je me suis dirigé vers mon bureau, un sanctuaire de contrôle dans le chaos de leur passage.
La faible lumière de la lampe de travail découpait une scène austère. D'un côté, le dossier qu'ils m'avaient apporté, rempli de leurs mensonges et de leur urgence feinte. De l'autre, mon propre dossier. 6 ans de comptabilité méticuleuse. Chaque note de frais de ma pâtisserie impayée par Catherine. Chaque kilomètre enregistré lorsque son père utilisait ma voiture comme un service de VTC personnel. Et au-dessus de tout, la pièce maîtresse, le contrat de prêt étudiant original. 250 000 €. Mon nom en tant que contractant principal. Le sien en simple co-signataire. Un détail technique qu'il avait jugé insignifiant. Une erreur fatale. Leur demande de ce soir n'était pas une requête. C'était une affirmation de propriété sur ma vie. Ils ne voyaient pas une personne, mais une ressource. Une ligne de crédit sans fond. La fatigue de l'humiliation s'est muée en une énergie froide, analytique. La tolérance n'était plus une option. Il était temps de clôturer les comptes. J'ai ignoré le dossier de leur prêt frauduleux. J'ai ouvert le mien. J'ai relu la clause 7.2. Rupture de confiance manifeste. Elle permettait l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû. Leur chantage pour l'accident à Monaco aidait cette rupture. La preuve formelle dont j'avais besoin. J'ai rédigé un courriel simple, direct, à mon conseiller bancaire. L'objectif était laconique. Activation clause 7.2. Prêt étudiant numéro 84 2B 91. J'ai scanné ma lettre de mise en demeure, signée d'une main ferme. Chaque trait de mon nom était un coup de marteau. J'ai joint le fichier. Mes doigts survolaient la touche « Envoyer ». Il n'y avait aucune hésitation. C'était la fin d'une transaction. J'ai cliqué. Le point de non-retour était atteint. Le lendemain matin, le silence était assourdissant. La lumière filtrait à travers les rideaux, crue et sans pitié. Je me suis réveillée avec le poids délicieux de mon secret. Dans le salon, Thomas et ses parents prenaient déjà possession de l'espace. Leur voix était forte, pleine de l'arrogance des vainqueurs. Ils parlaient du sauvetage de la veille. J'ai préparé le café. Mes gestes étaient précis, mesurés. Chaque tasse posée sur la table était un acte de théâtre. Je leur ai servi le petit déjeuner. Leur visage, détendu par le soulagement, était une étude fascinante. Ils me voyaient, mais ne me percevaient plus. J'étais devenu un meuble, une fonction, l'instrument de leur confort. Ce hall me convenait parfaitement. Il me rendait invisible. Et l'invisibilité est une arme. Je les observais, ma rage transformée en une curiosité clinique. Je cataloguais leurs sourires, le mépris inconscient dans le regard de Catherine, la suffisance de son mari. Ils étaient déjà des fantômes, des spectres dans un futur qui leur avait été retiré. Ils ne le savaient pas encore. Ce savoir était mon pouvoir. L'ironie a atteint son paroxysme lorsque Catherine a sorti son agenda. « Élise, nous devons organiser un dîner pour célébrer l'intelligence de Thomas. » Elle parlait d'inviter des contacts importants, de consolider le réseau de son fils. Son père a renchéri, tapotant l'épaule de Thomas. « Avec ce prêt, tu vas pouvoir investir dans ce cabinet à la Croix-Rousse. Un emplacement de premier choix. » Il construisait des châteaux sur un terrain qui venait d'être saisi. Thomas, au centre de cette mascarade, détaillait déjà ses futurs achats. Une nouvelle voiture, une montre de luxe. Il se tournait vers moi parfois, pour la Ford. « Tu comprends, Élise? C'est un investissement nécessaire pour mon image. » Je répondais par un hochement de tête, un sourire vide. Mon silence était leur approbation. Chaque plan qu'ils formulaient était une nouvelle preuve pour le dossier que j'avais déjà clos. Ils s'endettaient en paroles, ignorant que leur véritable dette
était déjà arrivé à échéance. Ma conformité était le calme avant la tempête. Je les laissais savourer leur apogée. La chute n'en serait que plus brutale. Le dîner de célébration fut fixé une semaine plus tard. Catherine avait insisté. Pour l'avenir de Thomas, répétait-elle comme un mantra. Mon appartement était rempli d'inconnus. Des relations de son père, des médecins établis. Leur voix résonnait avec la suffisance des gens qui n'ont jamais douté de leur place dans le monde. Je servais le vin. Mon sourire était mon uniforme. Chaque verre rempli était une performance. Le danger est venu d'un homme grisonnant, un notaire de famille. Il m'a coincé près de la bibliothèque, son regard faussement bienveillant. « Alors, Élise, pas trop angoissée? Un prêt de cette ampleur, c'est une responsabilité écrasante. » Il a baissé la voix. « J'espère que votre banque a été conciliante sur les garanties. » Un frisson glacial a parcouru ma peau. La question était une sonde, un test. Thomas et son père ont tourné la tête vers nous. Leurs expressions étaient claires, jouent au rôle. J'ai senti leurs attentes peser sur moi. Je n'ai pas dévié mon regard du notaire. J'ai eu un léger rire, parfaitement maîtrisé. « Oh, vous savez, la paperasse, je signe là où on me dit de signer. » J'ai fait un geste vague. L'important, c'est l'avenir de Thomas. Le reste n'est qu'un détail technique. Le notaire a semblé satisfait de ma réponse, de ma simplicité apparente. Il a hoché la tête, déjà désintéressé. J'avais passé le test. J'étais la femme dévouée, un peu naïve, parfaitement inoffensive. En me retournant, j'ai croisé le regard de Thomas. Il y avait du soulagement, mais aussi une pointe de mépris. Le mépris pour la marionnette qui venait de bien jouer sa scène. Il a levé son verre vers moi. Un toast silencieux à ma soumission. J'ai incliné la tête en retour. Son triomphe était ma couverture. Le quasi-flagrant s'est produit un dimanche matin. J'étais dans la cuisine. Thomas a fait irruption dans mon bureau. Un espace que je lui avais interdit. Il cherchait un document. La facture d'une montre que je lui avais offerte. Sa frustration montait. « Élise, où ranges-tu tes papiers importants? C'est impossible, ton désordre. » Il a ouvert le premier tiroir de mon bureau. Mon cœur n'a pas accéléré. Ma respiration est restée stable. Ce tiroir contenait une copie de l'email envoyé à la banque. La mise en demeure, tout. Il était à quelques centimètres de la vérité. Ses doigts effleuraient déjà le dossier cartonné. Je me suis approché, sans un bruit. J'ai posé ma main sur la sienne. Mon contact était froid, ferme. Il a sursauté, surpris. « Mon bureau n'est pas à ta disposition, Thomas. » Ma voix était basse, sans chaleur. « Ce que tu cherches n'est pas là. » J'ai indiqué une boîte sur une étagère. Les souvenirs sont rangés là-bas, avec les autres choses qui appartiennent au passé. Mon regard était direct. Il n'a pas compris la menace. Il a juste senti l'autorité. Confus, il a retiré sa main. J'ai refermé le tiroir. Le son du clic fut définitif. Il a trouvé sa facture dans la boîte, sans un mot de plus. En le regardant fouiller parmi les photos et les vieilles cartes, j'ai ressenti une bouffée de pur plaisir. Le risque n'était pas un problème. C'était un bonus. Le voir si proche de sa destruction, si ignorant, était une récompense en soi. Ce jeu était dangereux et j'adorais chaque seconde. Le premier domino est tombé un mercredi matin. L'air sentait le café et la suffisance. Assis à la table de ma salle à manger, Thomas performait son rôle de futur grand médecin. Il parlait au téléphone avec un agent immobilier, finalisant les détails de son nouveau cabinet. Oui, le virement pour la caution sera fait avant midi. C'est une simple formalité. Il souriait. C'était le sourire d'un homme qui n'avait jamais connu le doute. Il a raccroché et ouvert son ordinateur portable. Un geste théâtral.
Il a cliqué sur le favori de son portail bancaire professionnel. Le mot de passe a été refusé. Il a froncé les sourcils. Une légère irritation. Il a retapé les caractères, plus lentement cette fois. Accès refusé. Le message était bref, brutal. « Quel est ce problème technique ?» a-t-il murmuré. Sa mère s'est approchée. « Un souci, mon chéri ?» Thomas a claqué l'ordinateur. Le site de la banque est en panne. J'enverrai l'argent plus tard. Son ton se voulait rassurant, mais une fissure était apparue dans sa confiance. Le reste de la matinée, il a réessayé toutes les 30 minutes. Toujours le même mur digital. Accès refusé. La panique commençait à poindre sous l'agacement. Il m'a interpellé, sans lever les yeux de l'écran. « Élise, viens voir ça. Le réseau ne fonctionne pas. » Je me suis approché, une tasse à la main. J'ai regardé l'écran, le visage empreint d'une confusion feinte. C'est étrange. Ma connexion fonctionne parfaitement. J'ai sorti mon téléphone et affiché mon propre compte bancaire, florissant. « Tu as essayé de te connecter depuis ton téléphone ?» Il a arraché son mobile de la table. Même résultat. Accès refusé. Compte non reconnu. Son souffle est devenu court. Ce n'était plus une panne. C'était une exclusion. C'est à cet instant qu'une notification est apparue sur son écran. Un email. L'objet était une ligne de code mortelle. Mise en demeure, saisie conservatoire sur compte. Le visage de Thomas a perdu toute couleur. Le piège venait de se refermer. Le silence qui a suivi l'ouverture de l'email était lourd, électrique. Le jargon juridique était une langue étrangère pour eux. Rupture de confiance, exigibilité immédiate de la totalité du capital, 250 000 €. Le chiffre a flotté dans l'air comme un poison. Le père de Thomas a été le premier à réagir. Ses yeux se sont fixés sur moi. La connexion s'est faite dans son esprit. Le prêt que tu devais signer pour Monaco, tu ne l'as pas fait. Ce n'était pas une question. Catherine a enchaîné, sa voix montant d'une octave. Qu'as-tu fait? Tu as tout saboté. Thomas s'est levé d'un bond, faisant tomber sa chaise. Il a traversé la pièce et m'a agrippé par le bras. Sa poigne était forte, désespérée. « Dis-moi ce que tu as fait, Élise. » Le masque du jeune homme respectable s'était évaporé. Il n'était plus qu'un animal piégé. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis j'ai levé les yeux vers lui. Mon visage était calme, froid. J'ai cessé de payer pour tes erreurs. Ma voix était un murmure, mais elle a tranché l'air comme une lame. La haine a remplacé l'incompréhension dans leurs yeux. Ils m'ont encerclé. 3 prédateurs, réalisant que leur proie n'en était plus une. « Tu nous as ruinés !» a hurlé Catherine. « Ma cavière, ma vie est finie à cause de toi !» a crié Thomas, son visage à quelques centimètres du mien. Je n'ai pas reculé. Je les ai laissés déverser leur panique. J'ai savouré chaque seconde de leur effondrement. C'était la juste rétribution de chaque humiliation, de chaque sacrifice. C'est alors que la sonnette a retenti. Un son bref, impérieux, qui a tout stoppé. Ils se sont tus, figés. Leur rage a laissé place à une nouvelle peur, plus profonde. La peur du monde extérieur, de la honte publique. Sans un mot, je me suis dégagé de l'emprise de Thomas. Je me suis dirigé vers la porte, ma démarche lente et délibérée. J'ai regardé dans le Judas. La silhouette d'un huissier de justice se découpait dans le couloir. Une serviette en cuir à la main. Je me suis retourné vers eux. Un dernier sourire, fin comme une coupure de rasoir, a étiré mes lèvres. Je crois que c'est pour vous. J'ai ouvert la porte. Le visage de l'huissier était une étude de neutralité professionnelle. Derrière moi, le chaos a explosé. Les cris de Catherine sont devenus des supplications incohérentes. Le père de Thomas
a tenté une dernière charge, essayant de négocier, d'intimider, mais la voix calme de l'officier de justice a éteint chaque tentative. « Monsieur, la procédure est enclenchée. » Chaque mot était un clou sur le cercueil de leur avenir. Thomas, lui, est resté silencieux. Le choc l'avait vidé de toute substance. Son regard passait de huissier à moi, une haine pure et impuissante gravée sur ses traits. Il comprenait enfin. Il ne voyait plus la femme qu'il avait humiliée. Il voyait l'architecte de sa destruction. Je ne les écoute plus vraiment. Leur voix se mêle au son des notifications qui s'emballent sur leur téléphone posé sur la table. L'agent immobilier, le cabinet de luxe, les contacts prestigieux. Chaque saut est une porte qui se ferme. Je me suis servi un verre d'eau. Mes gestes sont lents. Je les observe se débattre, pris au piège dans l'appartement qui fut le théâtre de leur arrogance et qui est maintenant celui de leur chute. Ils ne sont plus une famille. Ils sont une unité de crise en pleine implosion. Mon plan n'était pas seulement financier, il était psychologique. Je n'ai pas seulement pris leur argent, je leur ai pris leur certitude. Cette assurance insupportable que le monde leur était dû. Ils m'appellent sans cesse maintenant. Leur numéro s'affiche sur mon téléphone avant que je ne bloque les appels un par un. Mais le compte bancaire est plein. La justice a un prix, la tranquillité aussi. Qu'auriez-vous fait à ma place? Quand la loyauté devient une arme tournée contre vous, où s'arrête le devoir et où commence la survie? Auriez-vous eu le courage de ne pas signer ce dernier papier?